Salut les durs à cuire et contente de vous retrouver pour cette quatrième et dernière vidéo de la série spéciale Jeux Olympiques de Tokyo. Donc ça fait 5 jours maintenant que les Jeux Olympiques sont terminés. Mais bon, j'ai pas eu le temps de faire 4 vidéos en une semaine comme initialement prévu. Bon, c'est pas grave. Les sports et surtout les badass dont je vais parler ne restent pas moins intéressantes. Enfin, j'espère. Et écoutez, sans plus tarder, allons-y, allons découvrir de nouvelles badass. Alors pour démarrer, on va parler d'une tireuse d'élite, on va parler d'Annie Oakley. Donc Annie Oakley, elle n'a vraiment pas eu de chance, son début de vie est très difficile, il est très pauvre, orpheline de père, elle doit apprendre à tirer pour juste nourrir sa famille. Elle aura une jeunesse chaotique, mais elle a vraiment un talent pour le tir. Et donc dès l'âge de 16 ans, elle va commencer à faire des concours de tir et elle va gagner une certaine notoriété. Si bien qu'en 1885, elle va rejoindre le Wild West Show, donc le spectacle très célèbre de Buffalo Bill. Annie était vraiment une des grosses attractions. Elle pouvait par exemple, avec son pistolet à plus de 28 mètres, couper en deux une carte à jouer. Et son numéro le plus célèbre consistait à mettre une cigarette allumée dans la bouche de son mari et à presque 30 mètres, tirer pour enlever la cendre de la cigarette. Et fun fact, quand elle était en Allemagne, elle a demandé au futur Kaiser Guillaume II de participer à ce numéro et donc de tenir la cigarette, sauf qu'il n'a pas osé la mettre dans sa bouche et il l'a tenue dans sa main quand même à une certaine distance. Et comme ça, elle a tiré et a réussi à éteindre la cigarette de Guillaume II. Bon, alors là, on va parler de quelque chose que je ne cautionne pas du tout et je pense que vous aussi, vous ne le cautionnerez pas. On va parler des spectacles de chevaux plongeurs, un type de spectacle très populaire aux États-Unis des années 1880 aux années 40. En fait, c'est simple, on faisait monter un cheval en haut d'un plongeoir, au-dessus d'une piscine ou de la mer, et on le faisait sauter, parfois jusqu'à 20 mètres de haut, avec un cavalier sur le dos ou sans cavalier. Et une des premières écuyères à sauter avec le cheval, et une des plus célèbres, c'était Sonora Webster. Donc Sonora, elle est tombée dans le milieu du plongeon équin un peu par hasard, en voyant une annonce dans un journal. Elle aimait les chevaux, elle aimait la natation, alors elle s'est dit, cool, je vais postuler. Et elle va faire sensation parce que déjà, elle était une des seules à sauter de 18 mètres de haut. Et assez rapidement, elle va être rejointe par sa sœur. Donc les deux vont faire des tours à travers les États-Unis. Et ce qui va rendre Sonora célèbre, c'est qu'en 1931, elle va devenir aveugle suite à un saut qui a mal tourné. En effet, elle a frappé l'eau avec les yeux ouverts, si bien que ça lui a décollé la rétine. Et malgré sa cécité, elle va continuer à sauter jusqu'en 1942. Alors, parlons du baseball. Le baseball, c'était vraiment la dernière année pour en parler, puisque je crois que ce sport ne sera pas reconduit au JO de 2024. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même un sport de niche, le baseball. C'est un sport qui n'est pas très pratiqué en dehors des États-Unis, du coup, je voyais pas trop l'intérêt de le maintenir au jeu, en fait. Ce serait tellement mieux de garder le karaté, par exemple, à la place. Mais bon, on n'est pas là pour polémiquer. Alors, Mamie, c'était une personnalité vraiment forte. Déjà, le softball, elle voulait pas en entendre parler. Le softball, c'est la version féminine du baseball. Elle trouvait ça inintéressant. Elle voulait jouer au baseball avec les garçons. Sauf que, au début, c'était un peu compliqué puisqu'elle n'avait pas beaucoup d'argent. Du coup, elle était obligée de prendre des pierres rondes et de les entourer de scotch afin de faire des balles qui approchaient les balles de baseball. Donc, à 18 ans, elle va essayer de réaliser son rêve et d'intégrer une équipe de baseball féminine connue, les All-Americans. Sauf que les femmes noires n'avaient pas le droit de rejoindre cette équipe. Elle est un peu dépitée, mais elle va avoir de la chance puisqu'elle va être repérée par le dénicheur de talent de l'équipe de baseball des Clowns d'Indianapolis qui va lui proposer un poste. Donc elle va être lanceuse de 1953 à 1955 et fun fact, elle va faire partie des 3 premières femmes à avoir joué avec des hommes au niveau professionnel dans une ligue majeure. Alors, bon, là, j'ai triché, je voulais parler de la lutte, mais j'ai pas trouvé de femmes qui ont vraiment marqué l'histoire de la lutte.
Et donc je me suis rabattue sur une discipline assez proche, le sumo, et on va parler d'une femme qui aujourd'hui fait énormément de choses pour faire avancer le féminisme et le sport féminin au Japon. On va parler de Kon Iori. Alors il faut savoir que de base, historiquement, les femmes n'avaient pas le droit de faire du sumo parce qu'elles étaient considérées comme trop impures pour pouvoir fouler le doyo, le terrain sur lequel combattent les sumos. La seule exception, c'était dans les bordels. Des combats de sumo étaient organisés entre prostituées pour distraire les clients, mais ça a été interdit dans les années 20 parce que c'était considéré comme assez immoral. Il faut attendre 1997 pour que la discipline s'ouvre aux femmes, mais seulement en amateur. Et 2001 pour que des championnats du monde, et toujours en amateur, féminins, soient tenus. Et donc Kon Iori, c'est vraiment une passionnée, c'est une lutteuse qui a en 2014 et 2015 remporté les championnats mondiaux de sumo. Et elle, son combat, c'est vraiment d'ouvrir le sumo professionnel aux femmes. Elle ne comprend pas pourquoi cette discipline est fermée aux femmes. Et donc il y a un film documentaire, Little Miss Sumo, qui a été fait sur elle et justement sur son combat au Japon, parce qu'elle se bat pour ouvrir le sumo aux femmes, mais également sur plein de sujets féministes. Et elle a été classée par la BBC parmi les 100 femmes existantes les plus inspirantes. Alors faisons un détour en France pour parler non pas de joueuses de handball, et pourtant Dieu seul sait qu'on a des super joueuses de handball en France, là on l'a vu au JO de Tokyo, mais on va parler de deux pionnières de l'arbitrage, on va parler des sœurs Bonaventura. Donc les deux sœurs, Julie et Charlotte, ont vraiment fait sensation dans le milieu du handball, puisque depuis 2008, elles ont le diplôme d'arbitre international. Et en 2012, lors des JO de Londres, elles vont être les premières femmes à arbitrer une finale aux Jeux Olympiques. Et idem lors du mondial féminin de 2017. Et elles font à peu près une moyenne de 40 à 50 matchs par an, sachant que c'est impossible de vivre en tant qu'arbitre de haut niveau au handball, et que du coup, elles sont obligées d'avoir un travail en parallèle de leurs activités. Bon, et pour finir, on va parler du judo, un sport très populaire. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont fait en étant plus jeune. Big up à Clarisse, notre championne d'or française, qui d'ailleurs, je crois, est bretonne. D'ailleurs aussi, fun fact, j'ai lu que la Bretagne, cette année-là, au JO, avait eu plus de médailles olympiques que des pays comme la Belgique et l'Espagne. Parce que dans la délégation française, il y avait énormément de Bretons et ils ont été hyper nombreux à ramener des médailles. Donc voilà, si la Bretagne avait été un vrai pays, on aurait été plutôt bien placé, je pense, dans le classement olympique. Donc Keiko Fukuda, c'est vraiment une pionnière. Donc elle a été l'élève du fondateur du judo. Le judo étant un sport assez récent, créé dans les années 1880, me semble-t-il. Et quand elle se lance, il n'y a que 20 femmes, 20 judokates au Japon et de facto dans le monde. Ouais. Donc en 1953, elle obtient le titre de 5e dan, donc qui était le dan le plus élevé que pouvait avoir une femme à l'époque. Alors, je ne suis pas très familière du judo, mais en fait, les dan, c'est des rangs, et plus on a un dan élevé, et plus on compte dans le milieu du judo. Donc en 1972, elle va devenir 6e dan, puis 7e. En 1994, elle est 8e dan, excusez-moi. Et enfin, en 2001, elle devient 9e dan. Et forte de son statut de dernier élève vivant du créateur du judo, donc Kamo Jigoro, je me rends compte que j'ai oublié de dire son nom tout à l'heure, elle va devenir une enseignante de judo très très populaire. Entre-temps, elle avait déménagé aux États-Unis et jusqu'à la fin de sa vie, même alors qu'elle est en fauteuil roulant, elle va continuer à enseigner le judo. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette série. Moi, j'ai adoré la faire parce que j'adore le sport. Elle n'a pas très bien marché. Il y a eu moins de vues que sur d'autres vidéos. Donc, je peux comprendre que c'est un petit côté un petit peu rédhibitoire déjà quand on n'aime pas le sport. Mais bon, en tout cas, pour ceux qui ont aimé, j'espère que ça vous a permis de découvrir de nouvelles badass. Et très vite, très très vite, on va avoir une nouvelle semaine spéciale, tout simplement parce que je pars en vacances ce week-end et je quitte la France. Bon, certes, je ne vais pas aller très loin, mais du coup, ça va être l'occasion de faire une semaine spéciale sur la région du monde où je pars.
Et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et salut!